Je m'appelle Tegan Sloan. J'ai 32 ans et je travaille comme comptable dans les environs de Philadelphie. Le jour de la fête des mères, ma mère ne m'a pas traité de décevante en privé. Elle a acheté de l'encre pour cela. Ce matin-là, alors que la plupart des gens affichaient des fleurs et des photos de famille souriantes, mon voisin Arthur Hollis s'est avancé sur mon chemin en tenant notre journal local comme s'il contenait quelque chose de vénéneux. Il n'a pas fait la conversation. Et elle m'a simplement tendu le journal et a attendu. Sur une page entière, ma mère s'excusait publiquement d'avoir élevé un raté, et ce raté, c'était moi. Mes fiches de paie étaient étalées comme des preuves. Mes anciens bulletins scolaires étaient imprimés comme si j'étais en procès pour la personne que j'étais. Ma cote de crédit était là. L'adresse de la petite maison que j'avais achetée de haute lutte après avoir reconstruit ma vie à partir de zéro y figurait également. Lorsque j'ai atteint le bas de la page, j'ai compris quelque chose qui m'a rendu étrangement calme. Ce n'était pas un moment de colère. La colère, c'est du laisser-aller. C'était organisé, délibéré et approuvé par les personnes qui étaient censées m'aimer le plus. Ce que ma mère ne savait pas lorsqu'elle a payé cette pleine page de journal, c'est qu'elle avait finalement franchi la ligne qui ne pourrait jamais être franchie. La cruauté au sein d'une famille peut être expliquée. Elle peut être déguisée en inquiétude, en discipline ou en amour vache. Mais une fois que vous l'imprimez pour que toute une ville la lise au petit déjeuner, elle devient une preuve. Et les preuves ont le don de tout changer. Alors, avant de décider si j'étais trop froide pour ce qui s'est passé ensuite, continuez à écouter, car la page que ma mère a achetée pour m'humilier est la même que celle qui a déclenché la chute de toute ma famille. D'aussi loin que je me souvienne, ma famille a traité ma vie comme un conte d'avertissement qui ne s'était pas encore produit, mais dont ils étaient sûrs qu'il se produirait. Ma mère avait construit toute son identité autour de l'idée de l'héritage familial. Elle dirigeait une entreprise de restauration qui s'occupait des mariages, des déjeuners de charité, des fêtes de retraite, des banquets d'église, de tout événement où l'argent poli, les centres de table parfaits et la bonne liste d'invités pouvaient faire en sorte que les gens se sentent importants. Pour elle, cette entreprise représentait plus qu'un simple revenu. Pour elle, c'était la preuve que la famille Sloan représentait quelque chose dans notre ville. Ma sœur aînée s'intégrait dans ce monde comme si elle était née pour cela. Elle aimait l'attention, elle aimait qu'on se souvienne d'elle, elle aimait entrer dans une pièce et agir comme si l'air qui y régnait lui appartenait. À l'adolescence, elle aidait déjà à préparer les tables de dégustation, les présentoirs, les réunions de vendeurs, tout ce qui lui permettait de se tenir aux côtés de notre mère et de briller. J'ai été différente dès le début. J'aimais l'ordre, les chiffres, la structure et le calme. J'aimais savoir où allait l'argent, pourquoi les gens prenaient de mauvaises décisions, comment de petits choix pouvaient avoir de grandes conséquences. Lorsque j'ai eu 15 ans, ma mère a décidé qu'il était temps pour moi de commencer à apprendre le métier. Elle m'a dit qu'une fille s'occuperait des gens et une autre des livres. Et qu'ensemble nous porterions le nom de la famille. C'était magnifique quand elle l'a dit à haute voix. Mais j'ai eu l'impression que c'était un piège à la seconde où elle s'est adressée à moi. Je lui ai dit que je ne voulais pas de cette vie. Je voulais aller à l'université. Je voulais ma propre carrière. Je voulais construire quelque chose qui m'appartienne, et non hériter de quelque chose dont les ficelles étaient attachées à ma gorge. Elle ne m'a jamais pardonné cette réponse. Après cela, tout dans notre maison est devenu une comparaison que je ne pourrais jamais gagner. Si ma sœur travaillait 12 heures par jour, ma mère louait sa loyauté. Si je restais à étudier, on m'accusait de me montrer supérieure. Et si ma sœur faisait sourire les gens, on la disait chaleureuse et douée. Si je me tenais à l'écart, j'étais froide, difficile et ingrate. Mon père n'a presque jamais commencé les attaques, mais il ne les a jamais arrêtées non plus. Et elle restait assis pendant le dîner. Hochait la tête au bon moment, riait lorsque ma mère faisait de petits commentaires sur mon avenir et traitait le silence comme de l'innocence. Lorsque je suis partie à l'université, ma mère s'est comportée comme si j'avais déserté la famille pendant une guerre. Lorsque j'ai obtenu mon diplôme de comptabilité, elle a dit que c'était un bout de papier qui m'avait appris à compter l'argent des autres tout en tournant le dos à mon propre sang. Lorsque mon mariage s'est effondré dans ma vingtaine, elle n'a pas dit qu'elle était désolée. Elle a dit que c'était ce qui arrivait lorsque les femmes essayaient trop fort d'être indépendantes. Le pire, c'est que ma vie ne s'écroulait pas. Elle ne lui a jamais donné la preuve qu'elle voulait. Je travaillais dur, je payais mes factures, je rétablissais mon crédit après le divorce, j'achetais une petite maison, je me constituais un compte de retraite et je menais une vie stable, calme et honnête. Mais dans ma famille, la stabilité n'avait pas d'importance si elle n'était pas assez tape à accent grave l'œil pour impressionner les gens. Je n'étais pas un désastre,
et peut-être que cela les a offensés encore plus, parce que j'avais fait exactement ce qu'ils disaient que je ne pouvais pas faire. Je m'étais construit une vie sans avoir besoin de leur approbation, et ils n'ont jamais cessé de me punir pour cela. L'annonce dans le journal aurait été assez laide en soi, mais ma famille n'était pas intéressée par l'humiliation ordinaire. Ils voulaient être atteints. Ils voulaient des témoins. Ils voulaient le genre de honte qui continue à bouger longtemps après que le premier choc se soit dissipé. Quelques heures après qu'Arthur m'a apporté le journal, j'ai découvert que ma mère n'avait pas agi seule. Mon père avait acheté 100 exemplaires supplémentaires, comme s'il faisait des réserves pour une fête. Il les a envoyés à des parents, à de vieux amis de la famille, à des gens de l'église, à des membres de son club de golf et à quelques relations d'affaires locales qui connaissaient notre famille depuis des années. Il a même inclus des notes manuscrites dans certaines enveloppes, comme s'il envoyait des cartes de vœux au lieu de procéder à l'exécution publique de sa propre fille. À midi, l'histoire circulait déjà dans la ville, exactement comme il le souhaitait. Les téléphones bourdonnaient. Les voisins faisaient semblant de ne pas regarder. Des gens qui ne m'avaient pas parlé depuis des années connaissaient soudain mon salaire, mon divorce, ma cote de crédit et l'endroit où j'habitais. Puis les choses ont empiré. J'ai reçu un message de quelqu'un que je connaissais et qui m'a dit « Tu devrais voir ce que ta sœur a fait ». J'ai conduit jusqu'à Vonendwein, la boutique de ma sœur Cassidy. Elle était là, accrochée dans un cadre près de la caisse, là où tous les clients qui passaient à la caisse devaient la voir. La page d'excuses de ma mère était sous verre. Comme si elle méritait d'être préservée. En dessous, une légende imprimée en écriture soignée disait « Ne finis pas comme ma sœur ». Cassidy avait transformé mon humiliation en décor. Elle en avait fait un élément de la marque. Je suis restée là une seconde à regarder les femmes parcourir les bougies et les coffrets cadeaux enrubannés tandis que cette page était accrochée derrière le comptoir comme un panneau d'avertissement. L'une des employées m'a remarqué et a immédiatement détourné le regard. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il ne s'agissait pas d'une décision cruelle prise sous le coup de la colère. Il s'agissait d'un effort familial coordonné. Ma mère a écrit la plaie, mon père l'a distribuée et ma sœur l'a exposée comme un trophée. Lorsque je suis retournée à ma voiture, j'avais 3 appels manqués de numéros que je ne reconnaissais pas. Et un courriel du travail me demandant de passer au bureau de mon supérieur le lendemain matin. Ma famille n'avait pas seulement essayé de m'embarrasser en public. Elle avait poussé ma vie privée jusqu'à mon travail, ma sécurité et tous les recoins de la ville où j'avais passé des années à essayer de survivre discrètement. Pour la première fois, j'ai cessé de me demander comment ils avaient pu me faire ça. J'ai commencé à me poser une meilleure question. Combien avaient-ils à perdre une fois que tout le monde aurait vu qui ils étaient vraiment? Le lendemain matin, je suis entrée dans le bureau en m'attendant à de la pitié, à un jugement ou à l'une de ces conversations d'entreprise prudente où les gens font semblant d'être gentils tout en décidant discrètement que vous êtes désormais un handicap. A eu lieu de cela, Pamela Sutton a fermé la porte de son bureau, a fait glisser une grande enveloppe sur son bureau et m'a dit: j'ai pensé que vous devriez voir exactement ce qui a été envoyé ici. À l'intérieur se trouvait l'un des exemplaires du journal et une note manuscrite de mon père. Elle l'avait adressé nominativement à un associé principal et l'avait présenté comme un acte d'inquiétude. Il écrivait que mon employeur méritait de savoir à qui il avait confié des dossiers financiers, que j'avais l'habitude de manquer de jugement, que ma vie privée prouvait que j'étais instable et que ma famille essayait courageusement de dire la vérité avant que je n'embarrasse l'entreprise. C'était tellement poli, tellement moralisateur et tellement vicieusement calme que, pendant une seconde, j'ai fixé la page et j'ai senti quelque chose en moi s'immobiliser. Pamela m'a regardé lire, puis m'a dit que mon travail parlait de lui-même et que personne dans le bâtiment ne confondait cruauté et crédibilité. Je l'ai remercié, j'ai demandé si je pouvais tout photographier et j'ai pris des photos de l'enveloppe, de la note, du cachet de la poste et de chaque page qu'ils avaient envoyée. Je l'ai fait avec soin, de la même manière que je documentais les écarts financiers ou les déclarations irrégulières. Lorsque j'ai eu terminé, je ne réagissais plus comme une fille. Je pensais comme une comptable. Les preuves comptaient. Le timing comptait. Les schémas étaient importants. Et ma famille venait de me donner les 3 points. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'avais passé des années à remarquer des choses qu'ils pensaient que je ne relirais jamais. Je savais que l'entreprise de restauration de ma mère avait l'air prospère de l'extérieur, mais je savais aussi que les apparences dans le monde des affaires pouvaient être des costumes coûteux. Sans cette cuisine, elle ne pouvait pas légalement préparer le volume qui permettait à son entreprise de survivre. Je savais aussi que la propriété se trouvait dans une zone de réaménagement et que le propriétaire avait été poussé à vendre. Le magasin de ma sœur avait l'air charmant et animé,
Mais je savais qu'une grande partie de ses revenus provenait de 3 entreprises clientes qui passaient des commandes saisonnières répétées suffisamment importantes pour que le reste du magasin ait l'air plus solide qu'il ne l'était en réalité. La position de ma mère en ville était liée à l'argent, de plus en plus important. Elle avait besoin d'admiration comme d'autres ont besoin d'oxygène. Le groupe de femmes à l'église, les comités de bienfaisance, l'image soignée de la mère dévouée qui tient tout le monde ensemble. Tout cela la nourrissait autant que ses affaires. J'avais vu tout cela pendant des années et je n'en avais rien fait parce que je croyais encore qu'il devait y avoir une limite à ne pas franchir pour les familles. Aujourd'hui, cette limite n'existe plus. Je n'ai pas fait irruption dans la maison de qui que ce soit. Je n'ai pas appelé pour les menacer. Je n'ai pas pleuré dans le parking ni demandé pourquoi. Je suis simplement retourné à mon bureau, j'ai terminé mon travail et j'ai commencé à organiser ce que je savais. Parce que la vérité, c'est que ma famille avait pris mon silence pour de la faiblesse pendant la plus grande partie de ma vie. En réalité, il s'agissait d'une retenue. Et une fois que la retenue n'a plus eu de sens, il ne restait plus que la stratégie. 3 jours plus tard, ma mère est venue chez moi avec un plat en verre recouvert de papier d'aluminium, comme si nous étions sur le point d'avoir une conversation familiale normale. Et il s'agissait de pâtes au four. Le genre de plat qu'elle avait l'habitude d'apporter au repas partage de l'église lorsqu'elle voulait qu'on la complimente sur sa générosité. Elle se tenait sous mon porche avec cette expression prudente et blessée que les gens utilisent lorsqu'ils savent qu'ils ont fait quelque chose d'impardonnable, mais qu'ils veulent quand même qu'on les félicite d'être venus. Et la première chose qu'elle a dite a été « Non. Je suis désolée. Tu sais pourquoi je l'ai fait. » Cela m'a tout dit. Elle est entrée dans ma cuisine, a posé le plat et a commencé à parler comme si la page du journal avait été une intervention au lieu d'une campagne d'humiliation publique. Elle m'a dit qu'elle essayait de me réveiller depuis des années. Elle m'a dit que j'étais devenue détachée, orgueilleuse, trop privée. Trop convaincue qu'une petite vie tranquille était la même chose qu'une vie pleine de sens. Elle a qualifié l'annonce des amours vaches. Elle a dit que la honte était parfois la seule chose assez forte pour briser le déni. Je lui ai demandé ce que je refusais exactement. Payer mes factures à temps, être propriétaire de ma maison, avoir un emploi stable, ne demander de l'argent à personne dans ma famille. Elle a détesté cette question parce qu'elle l'obligeait à dire tout haut ce qu'elle avait toujours fait. J'avais choisi une vie qu'elle ne contrôlait pas, et elle ne me l'avait jamais pardonné. Lorsque j'ai mentionné les copies envoyées à mon bureau. Elle a immédiatement essayé de rejeter la faute sur quelqu'un d'autre. Elle a dit que ton père s'était emporté. Elle a dit que Cassidy était émotive. Elle a dit que tout cela avait pris plus d'ampleur qu'elle ne l'avait voulu. Mais c'est le mensonge que les gens comme ma mère racontent toujours lorsque les conséquences commencent à se dessiner à l'horizon. Ils veulent s'approprier la cruauté tant qu'elle est puissante. Puis, soudain, c'est l'incompréhension de tout le monde une fois que le mal est fait. Plus tard dans la soirée, mon père est arrivé et a réussi à envenimer la situation. Il n'a pas apporté de nourriture ni d'excuses. Il est venu en colère. Pas honteux. Pas ébranlé. En colère. Et elle m'a dit que les gens du club avaient commencé à poser des questions et que je devais mettre un terme au ragot avant qu'il ne blesse la famille encore plus qu'il ne l'avait déjà fait. Je me souviens l'avoir regardé fixement et avoir pensé qu'il était incroyable qu'un homme puisse aider à poster sans exemplaire d'une attaque contre sa propre fille et continuer à parler comme s'il était la victime. Et elle voulait que j'appelle quelques personnes, que j'aplanisse les difficultés, que je leur dise que tout cela était exagéré, peut-être même que j'en ris pour que tout le monde puisse passer à autre chose. Passer à autre chose ? De l'impression de mon adresse dans le journal, du fait que mon mariage ait été remis sur la place publique comme une exposition ratée ? De ma propre famille qui essayait de me transformer en leçon de morale pour les étrangers. Ce soir-là, après son départ, j'ai reçu un appel de ma tante Lorraine Abbott. Elle avait toujours été la seule personne de la famille à voir les choses sans les maquiller. Elle n'a pas défendu ce que ma mère avait fait. Elle ne s'est pas non plus montrée surprise. Elle m'a dit qu'il y avait quelque chose que je devais comprendre, même si cela n'excusait rien. Lorsque ma mère avait 18 ans, sa sœur aînée a quitté la maison pour aller à l'université et n'est jamais vraiment revenue. Elle a fait carrière, s'est mariée dans un autre monde et a ensuite tenu la famille à l'écart. Ma grand-mère l'a mal pris, mais ma mère l'a pris personnellement. Dans son esprit, l'éducation avait volé sa sœur. Le succès lui avait fait honte de ses origines, et l'indépendance était devenue un autre mot pour l'abandon. Lorraine m'a dit que lorsque j'ai choisi l'université plutôt que l'entreprise familiale, ma mère n'a pas vu une fille essayant de construire son propre avenir. Elle a vu l'histoire se répéter.
Elle a vu le rejet se répéter. J'ai écouté en silence, pendant un moment, je l'ai comprise mieux que je ne l'avais jamais fait. Mais la compréhension n'est pas synonyme d'absolution. Beaucoup de gens sont blessés et ne font pas de cette blessure une arme. Beaucoup de mères sont déçues et ne publient pas les informations privées de leur fille dans un journal. Ma mère avait une douleur qu'elle n'a jamais guérie, au lieu de l'affronter, elle a passé 17 ans à me punir de lui avoir rappelé qu'elle existait. Lorsque j'ai raccroché avec tante Lorraine, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais ressenti depuis le début de cette histoire. Pas de la douceur, pas du pardon. Juste de la clarté. La cruauté de ma mère n'était pas le fruit du hasard. Elle avait des racines. Elle avait une histoire. Elle avait une histoire qu'elle s'était probablement racontée pendant des années pour justifier chaque comparaison, chaque insulte, chaque petit acte d'humiliation qu'elle déguisait en préoccupation. Mais en fin de compte, c'était toujours un choix. Une fois que j'ai vu cela clairement, j'ai cessé d'attendre que la culpabilité sauve l'un d'entre eux. Dès la semaine suivante, tout ce que ma famille avait dit en mouvement commençait à revenir vers eux. Je n'ai pas précipité les choses. Je n'ai pas proféré de menaces. Je n'ai pas posté une seule phrase vague en ligne pour obtenir de la sympathie. J'ai simplement cessé de protéger des personnes qui ne m'avaient jamais protégé. Quelques années plus tôt, l'une des entreprises avec lesquelles je travaillais avait traité des dossiers financiers liés à la propriété où ma mère louait sa cuisine commerciale. Je n'avais jamais été directement impliqué dans l'aspect immobilier, mais j'en savais assez pour comprendre ce qui allait se passer. Le bâtiment faisait partie d'un plan de réaménagement et les locataires ayant des baux à court terme vivaient déjà en sursis. L'entreprise de ma mère dépendait de cette cuisine agréée bien plus que la plupart des gens ne le pensaient. Sans elle, elle pouvait encore prétendre à une activité commerciale pendant un certain temps, mais elle ne pouvait pas légalement préparer de la nourriture à l'échelle requise pour ses mariages et ses événements d'entreprise. Elle en serait réduite à de petits plateaux et à un espace emprunté, ce qui, dans son monde, équivalait à un déclin. Je n'ai rien dit. Je ne devais pas avertir à l'avance la femme qui avait imprimé l'adresse de mon domicile pour que 35 000 inconnus la lisent au petit déjeuner. Parallèlement, j'ai commencé à avoir quelques conversations très prudentes. Pas des conversations dramatiques, pas des conversations manipulatrices. Juste des conversations honnêtes avec les bonnes personnes. L'une d'entre elles a eu lieu avec un ancien client qui me connaissait depuis assez longtemps pour avoir confiance en mon jugement. Une autre avec une personne dont l'entreprise avait commandé des paquets cadeaux de marque au magasin de Cassidy chaque année pendant les fêtes de fin d'année. Je n'ai jamais demandé à quiconque de punir ma famille. J'ai simplement dit la vérité lorsqu'on m'a demandé pourquoi je semblais distraite. J'ai dit que ma mère avait publié une pleine page de publicité dans un journal pour s'excuser publiquement de m'avoir élevée. J'ai dit que mon père avait envoyé des copies à mon lieu de travail. J'ai dit que ma sœur avait encadré l'article et l'avait accroché dans son magasin sous une pancarte qui disait « Ne finis pas comme ma sœur ». Puis j'ai laissé le silence faire son œuvre. Les gens n'ont pas besoin de beaucoup d'aide pour tirer des conclusions lorsque les faits sont suffisamment laids en eux-mêmes. En l'espace de quelques jours, une entreprise cliente a reporté une grosse commande auprès de l'atelier de Cassidy. Un autre a commencé à examiner d'autres fournisseurs. Un troisième a envoyé quelqu'un à Vaughan and Vine pour vérifier si l'article encadré y était toujours accroché. C'était bien le cas. Cassidy, en tant que Cassidy, a refusé de l'enlever parce que cela aurait été comme admettre qu'elle avait fait quelque chose de honteux. Elle pensait que l'entêtement ressemblait à de la force. En réalité, il s'agissait d'un mauvais jugement. Et les clients remarquent un mauvais jugement lorsque la réputation de leur propre marque y est associée. Les retombées de l'église ont commencé discrètement, puis se sont répandues d'un seul coup. Une femme du groupe de fraternité a appelé ma mère pour lui demander si la page du journal était vraie. Une autre a voulu savoir pourquoi des informations financières privées avaient été rendues publiques. Une autre encore a demandé si la famille avait réfléchi au danger que représentait la publication de l'adresse d'une femme. Il ne s'agissait pas de questions auxquelles ma mère pouvait répondre de manière charmante. Elle pouvait se montrer polie lors d'une collecte de fonds. Elle pouvait se montrer gracieuse à une table de déjeuner. Mais il n'y a pas de version élégante pour expliquer pourquoi vous avez fait de votre fille un signal d'alarme public. Bientôt, elle a manqué des réunions de planification informelles qu'elle contrôlait normalement. Elle a été exclue d'une chaîne de courriel pour un événement de sensibilisation. Puis l'une de ses plus proches amies de l'église a cessé de répondre à ses appels. Mon père, quant à lui, a commencé à recevoir le genre de commentaires polis mais pointus que les hommes se lancent les uns aux autres lorsqu'ils veulent juger sans paraître émotifs. AU Club,
Quelqu'un a plaisanté en disant que l'envoi de 100 copies de l'humiliation de sa fille était un moyen de rester occupé à la retraite. Un autre homme a demandé si tout allait bien à la maison d'un ton qui montrait clairement qu'il savait déjà que la réponse était non. Mon père est rentré à la maison furieux, mais il a fait un signe de tête à ma mère. Il l'a accusé d'en faire trop. Elle lui a répondu que rien de tout cela ne serait arrivé s'il n'avait pas transformé son annonce en campagne de distribution. Cassidy leur reprochait à tous les deux d'avoir entraîné son magasin dans cette histoire. Ma mère a reproché à Cassidy de l'avoir rendu visible dans le magasin. En observant la situation de loin, je me suis rendu compte d'une chose presque drôle. Pour la première fois depuis des années, elle se traitait exactement comme elle m'avait toujours traité. Chaque problème devait être la faute de quelqu'un d'autre. Chaque conséquence devait appartenir à la personne la plus proche. Tous les choix déplaisants devaient être présentés comme des réactions justifiées. La seule différence était que maintenant je n'étais plus au milieu de tout cela pour qu'ils me pointent du doigt. Une fois qu'ils ont perdu cette cible, ils ont commencé à se retourner les uns contre les autres. C'est à ce moment-là que j'ai su que le véritable effondrement avait commencé. Pas quand les gens parlaient. Pas quand les clients hésitaient. Pas même lorsque les amis de l'église se sont éloignés. Et elle a commencé au moment où ma famille n'a plus pu maintenir son histoire, parce que la vérité était finalement plus forte que la représentation. Et lorsque cela se produit, tout ce qui est construit sur l'image commence à se fissurer. 2 semaines plus tard, la première notification officielle est arrivée. Le bail de la cuisine commerciale de ma mère n'était pas renouvelé. La propriété avait été approuvée pour être réaménagée, et les locataires étaient en train de partir par étapes. Dans des circonstances normales, ce genre de nouvelles aurait été stressant mais gérable. Un chef d'entreprise disposant de temps, de bonnes relations et d'une réputation stable aurait pu se démener, trouver des locaux temporaires, réduire ses activités, négocier. S'adapter. Mes semaines ont brûlé la bonne volonté comme s'il s'agissait d'un produit jetable. Les organisateurs se sont soudain montrés moins flexibles avec elle. Quelques contacts de longue date ont cessé de rappeler. Une mariée a demandé directement s'il s'agissait de la même Marianne Sloan dont la fille avait été humiliée dans le journal. Un autre client a discrètement annulé un gala de bienfaisance parce qu'il ne voulait pas qu'un drame soit associé à sa liste de donateurs. Une fois la cuisine disparue, l'illusion s'est rapidement effondrée. Ma mère Heather ne pouvait plus organiser les grands événements qui assuraient la rentabilité de son entreprise. Elle ne pouvait pas préparer légalement à l'échelle dont elle avait besoin. Elle ne pouvait pas transférer sa production dans une cuisine d'église empruntée sans que les gens s'en aperçoivent. En l'espace d'1 mois, elle remboursait des acomptes, perdait des réservations et fermait discrètement l'entreprise de restauration autour de laquelle elle avait construit toute son identité. Elle n'a pas seulement perdu des revenus. Elle a perdu la seule chose qu'elle avait passé des années à tenir pour la preuve que sa vie avait plus de valeur que la mienne. Cassidy a tenu un peu plus longtemps, mais de peu. Les 3 entreprises clientes qui avaient fait le succès de son magasin se sont toutes retirées de différentes manières. L'un d'eux a coupé les ponts immédiatement. L'un a terminé une petite commande et ne l'a jamais renouvelée. L'un d'eux a envoyé une note officielle indiquant qu'il prenait une autre direction et lui a souhaité le meilleur. Pour un magasin comme Von & Wine, il ne s'agissait pas d'un inconvénient temporaire. C'était le sol qui disparaissait. Les commandes de l'entreprise avaient payé pour les étalages soignés, le personnel supplémentaire, le surstock saisonnier. L'aspect d'abondance qu'elle aimait tant. Une fois que ces contrats ont disparu, le magasin a commencé à se vider d'une manière qu'aucune attitude ne pouvait dissimuler. Un employé à temps partiel a d'abord été licencié. Puis les heures d'ouverture en semaine ont été réduites. Un après-midi, en passant, j'ai vu que l'article de journal encadré avait disparu du mur, mais cela n'avait plus d'importance. Les gens savaient déjà. C'est ce qu'il y a d'amusant dans l'humiliation publique. Une fois que vous l'avez rendue publique, vous ne pouvez plus la rappeler lorsqu'elle ne vous sert plus. Mon père n'a pas perdu d'entreprise, mais d'une certaine manière, c'est sa punition qui lui convenait le mieux. Il a perdu l'aisance. Il a perdu sa place confortable dans chaque pièce où il entrait. Et elle a perdu la version de lui-même qui croyait qu'il pouvait soutenir tranquillement la cruauté et être considéré comme un homme décent parce qu'il n'avait pas été la personne la plus bruyante de la famille. Les gens se souvenaient qu'il avait acheté les papiers supplémentaires. Les gens se souvenaient qu'il les avait envoyés par la poste. Les gens se sont souvenus des petites notes manuscrites soignées, de la façon dont il avait essayé de transformer la méchanceté en préoccupation civique. Les hommes du club ont cessé de lui donner des tapes dans le dos. Les conversations avec les voisins devinrent plus courtes. Les invitations se sont taries.
Il n'a pas été chassé d'un coup de baguette magique. Il n'était tout simplement plus traité comme un homme que l'on respectait point pour quelqu'un comme mon père. Ce genre de mort sociale est sa propre punition point puis vinrent les excuses. Pas celles qui guérissent. Pas celles qui sont fondées sur le remords. Celles que les gens offrent lorsqu'ils se trouvent dans les cendres de leur propre choix et qu'ils ont soudain besoin d'accéder à votre pitié. Et ma mère a été la première à s'excuser. Elle a pleuré. Elle a dit qu'elle était allée trop loin. Elle a dit qu'elle avait été sous pression. Elle a dit qu'elle avait seulement voulu me choquer pour que je change avant que ma vie ne m'échappe. Puis, sans même s'en rendre compte, elle a révélé la vérité à laquelle elle ne pouvait s'empêcher de s'accrocher. Elle a dit que si je l'avais prévenue au sujet de la cuisine, rien de tout cela ne serait arrivé, comme si j'avais dû une protection stratégique à la femme qui avait transformé ma vie privée en spectacle public. Cassidy a déclaré que le magasin n'aurait jamais dû être mêlé aux affaires familiales. Ce qui aurait été presque crédible si elle n'avait pas encadré l'article et ne l'avait pas accroché sous une légende destinée à m'humilier pour les clients. Mon père a dit que nous avions tous commis des erreurs et qu'il était temps d'aller de l'avant, ce qui était sa façon préférée de prétendre que les dommages n'avaient pas besoin de compte à rendre si suffisamment de temps s'était écoulé. Je les ai tous écoutés. J'ai laissé chaque mot résonner. Puis je leur ai dit non. Non, je ne les aiderai pas à reconstruire des relations qu'ils avaient détruites délibérément. Non, je ne leur dirai pas que tout cela avait été mal compris. Non, je ne les réconforterai pas, parce que les conséquences sont devenues plus lourdes qu'ils ne le pensaient. Et non. Je ne leur devais pas le pardon parce qu'ils comprenaient enfin la douleur quand elle leur appartenait. J'ai dit à ma mère quelque chose qu'elle aurait dû comprendre 17 ans plus tôt. L'amour qui dépend de l'obéissance n'est pas de l'amour. Le respect qui disparaît lorsqu'un enfant choisit une autre voie n'est pas du respect. Et l'humiliation publique n'est pas de l'éducation, quel que soit le nombre de fois où vous la déguisez en inquiétude, en honnêteté ou en amour vache. Et ma famille a passé des années à traiter ma vie comme un avertissement. En fin de compte, elle en est devenue un. Ils ont perdu leur entreprise, leurs clients, leur image, leur statut social, la version d'eux-mêmes qu'ils pensaient pouvoir survivre à n'importe quelle cruauté tant qu'elle était dirigée contre moi. Ce qui les a détruits, ce n'est pas la vengeance telle que les gens l'imaginent. Je n'ai rien falsifié, rien volé, rien menti. J'ai simplement cessé de m'interposer entre eux et les conséquences de ce qu'ils étaient. C'est la partie dont les gens ne parlent jamais lorsqu'ils excusent la cruauté au sein des familles. Ils pensent que le sang leur donnera toujours une chance de plus, une explication de plus, un sauvetage de plus. Mais il arrive un moment où protéger les gens des conséquences de leur propre choix n'est qu'une autre façon d'accepter d'être blessé. J'en avais assez fait pour toute une vie, alors je me suis éloignée. J'ai gardé mon travail. J'ai gardé ma maison. J'ai gardé la vie tranquille dont ils se moquaient parce qu'elle n'était jamais vide, seulement paisible. Et pour la première fois depuis mes 15 ans, j'ai cessé de me sentir comme la version défectueuse de la fille de quelqu'un d'autre. Je suis devenue exactement celle que je m'étais battue pour être. S'il y a une leçon à tirer de ce qui s'est passé, c'est bien celle-ci. Les familles ne devraient jamais vous obliger à gagner votre dignité de base en devenant une version de vous-même qu'elles peuvent exhiber. Les blessures non résolues d'un parent ne lui donnent pas le droit de transformer un enfant en cible. Et dès que quelqu'un utilise l'amour comme une permission pour vous faire honte, vous contrôler ou vous briser publiquement, il ne protège plus la famille. Elle la détruit de l'intérieur. Ma mère a acheté une page entière de journal pour s'excuser d'avoir élevé un raté. Quelques semaines plus tard, elle a perdu son entreprise. Ma sœur a perdu son entreprise. Mon père a perdu son statut. Tous les trois ont finalement dû s'asseoir sur la vérité qu'ils avaient imprimée pour moi en premier. Je n'ai jamais été l'échec. J'étais juste le seul dans cette famille à comprendre que la dignité compte plus que la performance, et que certaines lignes, une fois franchies, coûtent tout. Chez Riven Jargon. Notre équipe s'engage à créer des histoires fictives significatives et engageantes qui divertissent tout en partageant des leçons réfléchies et une valeur éducative avec nos téléspectateurs. Chaque histoire diffusée sur cette chaîne est fictive et soigneusement conçue pour inspirer la réflexion, susciter la discussion et délivrer des messages utiles pour la vie. Les méchants de cette histoire étaient particulièrement troublants parce qu'ils cachaient la cruauté derrière le langage de l'amour et de la famille, ce qui rendait leurs actions encore plus douloureuses. A eu lieu de guider avec compassion. Ils ont choisi l'humiliation, le contrôle et la honte publique. Et si vous étiez à la place de Tegan, comment réagiriez-vous face à de telles personnes et quelle serait, selon vous, la réponse la plus juste? Wait, can he heat me up if I'm outside?
Hey, baby. Wait, there's missing items here. I pressed the wrong button. Oh, I'm getting hurt now. Crap. Find the missing one. Hand. Find a warm room. Find a warm room. You are about to die. Okay, okay. I'm running. I'm sliding. I slid into the door. I did try to warn you though. I'm not good at this game. I just started. Oh god. Oh god. Oh god, it's the big giant. It's the giant with the dong. Okay. This is gonna be a whole lot of me with my mouth open. Because when I'm focused, I have my mouth open. It's dong! It's dong! It's dong face! Okay, I'm fine. It's fine. Been lurking because I'm making butter. My hands are finally clean. I've never heard of this game, so I'm excited to see what it's about. It's death. It's a lot of death. It's a lot of. Bell, we have a rolling pin, we have a camera. We don't have a hand, so our weapon is number 2. Wait, how are you still warm out there? Because there's a generator. Okay. There's a lot of death and a lot of nudity. Strawberry. A lot of nudity. A lot of nudity. We are having fun right now. Can't you tell? I'm sorry, guys. Hey, you guys voted on this. Just saying. Just saying. If it helped made the tutorial made me pass out from high heart rate. Oh my gosh, I forgot about my heart rate. Can you grab in your computer and play with Essex and I? Run Outlast, and I'm streaming it. Huh? Okay, love you. Alright, he's gonna put everything away and then he's gonna join too, guys. Oh no! Oh no! Who's that character? Wait, I don't know who that is. Wait, why is my heart rate not going, guys? You guys need my heart rate for this one. Okay, there we go. Okay, I'm sorry, Essex. I literally cannot do this, the talk to chat on this one because I just can't process that with my brain. Okay. Go! There's a crazy half-naked lady! Run! Run, Forrest, run! It said something about our soul. I don't like that. Yeah, this game is seriously intense. Essex? Essex? I'm running back to the start. I'm just trying to follow you. Oh god! Oh god, there's tentacles! There's tentacles! There's tentacles everywhere! Oh. Incorrect deduction. How are you even able to do that? Oh, I did it wrong. Wait, there's tentacles. Wait. I need sanitities. Because there's tentacles everywhere. See what the lizard sees, Tuatara. Oh, I found a toilet. Guys, I'm scared. I'm scared. Currently being chased. How do you do anything on this game? Oh, thank you for the fart. The site might be a better. It's less scary. Wait, okay, so where are we finding this stuff though? I'm freaking out because I'm pretty sure that mannequin was not there earlier. So you Okay. have to Follow the UV, okay. Alright, that's fine. I can do this. I'm just totally insane. I think I'm actually fully insane right now. Okay, so we have to follow this. Okay. I am pretty sure I'm fully insane right now, actually. I'm getting cold. I'm getting cold again.
Run! Okay. Okay, I'm inside again. Oh god, the tentacles are back. Okay, wait, that's sanity. Okay, alright, I got sanity, but I see the giant. I also found bandages. God. Oh, I forgot to look at what the dailies were. Oh god, he saw me! Giant dong, giant dong! Okay. Running. We're running. Okay, I'm almost back to you now. What was that? Run for it. What do you mean? Run! You can't. I can just walk next to you, then you tell me to run. You don't gotta tell me twice. Where are we running to? The mine, is that how you went insane? Yeah, an accident. I'm inside now. Okay. Okay. He deserves this. Somebody's got to hunt down the guilty. That's going to take forever. We'll see to the execution. You get out of here. Okay. Wait, did you just do the whole thing? You did the whole thing without me. I'm so bad at this. Thank you, Onyx, for using your points. It's cold. I did nothing. I did not help you at all. Oh no! And I have a stun gun! I have a stun gun! Take it! Take it! Or don't take it! What? You're just down in the tube! Huh? Sorry. I was being too loud and waking up the baby. You got. Wait, you're allowed to go back? Hey, how do you go back? Can I go back to get you? Should I help you? Well, are you in the thing? I went through, yeah. I was in the pod when I got put down. Like, I just kept getting smacked in the pod. I had almost full health. I went back to get you. Oh, thank you. Lost all of my health. Look how bloodied I am now. Oh man, I don't like that one. Lost sanity, careful. Triggered sound traps, be careful. Incapacitated, distracted. Felt. Received I showed you how to do it. it. Do you want to try it yourself? I could try. Red's ready too. Red's starting up his computer. So we can get him in here too. Oh, That's probably the sweet. most bloodied up I've ever left a trial. Really? Yeah. That's probably one of the I was fine cleanest. Until the end, I thought I had to go help you, and then you were fine. Well, I was like, wait, okay. what do you mean you're fine? To be fair, I was literally like in the tube, and he kept hitting me. He just kept pounding away, and I'm like, I'm in. This is ridiculous. I'm in the thing. Why am I getting hit while in the pod? I said jump, and you jumped. Oh, my What I Lanza. need is somebody who, when I say jump, says, how high? Okay. Can you I don't want to be jump when my you say how ally? high. Or I don't want to jump. I don't want to say how high. I don't want to do that. I said jump, and you jumped. What I need is somebody that will ask how high. Okay, let's see here. I have dailies to claim. 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 Okay, now weeklies. Claim. Hey, I got avoid all prime asset traps for a whole trial. And then the catalog. So I accidentally bought the wrong catalog. And I didn't know that. But it's okay. All right, you want to get Fine. right in here? Yeah, I think his computer is up. Let's see here. Can I buy that one? This computer's up. I should probably put it down on the ground. Oh, I mean, that's up to him. I probably shouldn't touch it since I apparently make them explode. You know.
I love just catching computers on fire. Let me get him. Do you have him on Steam too? I think I do. I thought you did. Where is his face? I don't. That's Snoop. Okay. Now let's go over here and invite him here. Invite. Excuse me? Why is it not letting me invite him to play? Invite to play. Wait, what There we go. What's his tag? Red Fiendex. I got him. Who's There he Red is. Arrow? I don't know who Red Arrow is, but Red Fiendex Okay, is my I just have someone hubby. named Red that sent me a friend request. I don't know. Love